Salut, c'est Laetitia et Shannon des éditions Hachette. Et vous écoutez L'Intention, le podcast où les écrivains révèlent ce qui est au cœur de leur dernier livre et qui a guidé son écriture. Aujourd'hui, nous recevons Estelle Faye. Romancière, nouvelliste et scénariste, lauréate de plusieurs prix littéraires, elle publie La dernière Amazone, édition Rajo. Elle y revisite la mythologie grecque à travers la figure d'une femme, Lysia, une métèque misérable qui mène une vie très simple auprès de sa grand-mère et à qui l'oracle offre un jour de devenir une héroïne, alors qu'elle n'avait pas du tout cette intention. Qui est Lysia ? Lysia, le personnage principal donc de La dernière Amazone, elle vit dans la Grèce antique, on est à la fin de l'âge des mythes, donc la guerre de Troie s'est terminée déjà presque une génération plus tôt. On est après aussi le Minotaure, donc Thésée a non seulement vaincu le Minotaure, mais même il a eu plein d'autres aventures et puis il est mort. Et les dieux, dit-on, marchent de moins en moins dans le monde. Et donc dans ce monde-là, on suit Lysia qui vit à Athènes, qui elle est une femme et en plus c'est une métèque. Elle est étrangère. C'est-à-dire que dans cette société-là, elle a à peu près aucun droit et beaucoup de devoirs. En plus, elle a quasiment pas de famille. Elle est élevée que par sa grand-mère qui est pas super maternelle, dans le fin fond du Pirée, le port d'Athènes. Donc c'est pas la joie. Mais elle arrive à se débrouiller quand même en faisant des petits boulots plus ou moins illégaux. Sa grand-mère, elle est un peu guérisseuse. Enfin, voilà, elles se débrouillent quand même toutes les deux. Elles sont vraiment soudées. Sauf qu'un soir, en rentrant chez elle, Lysia, à la place de sa grand-mère, elle voit une grande femme hiératique avec de longs cheveux gris, avec un œil vivant, un œil mort, et des brumes étranges qui tournent autour d'elle. Et cette femme lui dit qu'elle est l'oracle Tirésias remonté des enfers, et que Lysia a un destin, qu'elle doit sauver le royaume Amazone. Sauf que Lysia, elle sait très bien ce qui arrive donc aux femmes dans les mythes, et elle n'a pas du tout envie d'avoir un destin, merci. Et évidemment, elle va devoir quand même se lancer dans un grand voyage, dans une grande aventure, sinon il n'y a pas d'histoire. Donc voilà, Lysia, c'est le genre de perso que j'aime beaucoup écrire, c'est-à-dire des héroïnes qui n'ont pas envie de l'être et qui vont quand même devoir se lancer dans un grand voyage, qui vont devoir se lancer sur les routes et, mine de rien, trouver leur propre voie entre ce que le destin attend d'elles et ce qu'elles ont envie de faire vraiment. Première intention, plonger dans la Grèce des mythes. La dernière Amazone, c'est ma première grande plongée dans la Grèce des mythes, dans la Grèce des légendes. Et c'est un univers qui me fascine en fait depuis que je suis toute môme. Le premier voyage dont je me souviens vraiment que j'avais fait avec mes parents juste avant la naissance de mon petit frère, c'était un voyage à Rhodes. Alors bon, j'avais 4 ans, donc j'ai vraiment que quelques impressions comme souvenirs. Et aussi une petite statuette d'Athéna qu'on avait ramenée. Et voilà, j'avais vraiment aussi des images du soleil qui me reviennent, donc des hibiscus. Et je pense que ma passion, elle a commencé là, en fait, pour la Grèce antique. Et après, ma mère est une grande passionnée aussi de mythologie grecque. Elle a fait du grec ancien à l'école, elle parle le grec moderne. Et donc, c'est vrai que c'était des endroits où on voyageait pas mal. Et un truc qui était super aussi, c'est que avec mes parents, toujours, quand on voyageait dans un endroit, ils nous apprenaient aussi les mythes, les contes, les légendes de cet endroit-là. Et en plus, une de mes premières héroïnes d'enfance, moi j'ai grandi à une époque où il y avait beaucoup moins d'héroïnes en littérature ado, en littérature jeunesse. Et donc mes héroïnes, je les trouvais là. Et par exemple, Athéna, c'était une de mes héroïnes d'enfance et d'adolescence. Et après, c'était tellement un monde qui me parlait que quelque part, j'ai pas osé y aller tout de suite en fait. Et c'est suite à une discussion avec Muriel Couelan, donc éditrice chez Rajo, que j'ai vraiment mis en forme un peu ce que moi je pouvais faire avec la mythologie grecque, parce qu'il y a aussi certains de mes romans qui viennent vraiment de là, de discussions avec une éditrice, avec un éditeur, et ça va cristalliser quelque part une envie que j'avais, mais que je savais pas forcément comment concrétiser dans un livre, quel angle d'attaque prendre pour m'attaquer moi à la mythologie grecque qui est tellement énorme. Deuxième intention, apprendre à connaître les héroïnes. Repartir vraiment de la source des mythes, de ce qu'ils étaient au tout début, et en même temps de voir aussi la mythologie du côté des femmes, du côté des héroïnes, et de remettre en avant toute leur complexité, qui parfois a été effacée au fil des interprétations, des réécritures. Et par exemple, un personnage qui me tenait beaucoup à cœur, c'est un personnage qui est très maltraité souvent, qui est Hélène de Troie. Et Hélène, on se dit, souvent, en gros, oui, c'est la jolie fille qui a déclenché une guerre. Alors, c'est pas vraiment elle qui a déclenché une guerre. Déjà, elle était plus ou moins le jouet des dieux, même plus, et le jouet des hommes.
c'est quelqu'un aussi qui, dès son enfance en fait, enfin quand elle a 12 ans déjà, elle se retrouve enlevée à cause, dit-on, de sa beauté, mais qu'est-ce que c'est finalement ? Une beauté aussi incroyable. Est-ce que c'est pas quelque chose que les hommes projettent sur elle plus que quelque chose qu'elle a en fait ? Et surtout, Hélène, elle est plein d'autres choses aussi. C'est pas simplement cette espèce d'objet victimaire, donc prétexte de la guerre de Troie, par exemple. Selon les mythes, c'est aussi une sorcière, c'est aussi une magicienne. Et finalement, on ne sait pas ce qu'elle devient après la guerre de Troie. Il y a plusieurs versions, mais il n'y en a aucune qui fait autorité. Et ça m'intéressait aussi beaucoup de savoir qui était Hélène, au-delà en fait de ce prétexte pour la guerre, et qui est-elle une fois que la guerre est terminée. J'avais envie d'écrire sous un autre angle. Il y a Cassandre. Et donc Cassandre que les hommes n'écoutent pas. Mais est-ce que les hommes n'écoutent pas Cassandre parce qu'elle a été maudite par Apollon ou simplement parce que, mine de rien, ils ont envie d'être conscients que tout ce qu'ils font va mener au désastre. Et dans la période où on est, on voit bien que, je veux dire, il y a plein de gens qui préviennent et qui ont prévenu déjà qu'on était sur une pente quand même super dangereuse. Et il n'y a pas besoin de malédiction d'Apollon pour que beaucoup de gens n'écoutent pas, en fait, ceux qui nous préviennent. Mine de rien, il y a aussi Pandore, pareil, Pandore qui vaut mieux que simplement de dire « Oups, elle a eu trop de curiosité et libéré tous les maux de ce monde ». Non, Pandore, c'est celle qui a gardé l'espoir des hommes et qui l'a transporté avec elle. Et ça, pareil, c'est intéressant aussi. Et puis, évidemment, il y a l'avoir des Amazones parce qu'il y a l'avoir des femmes guerrières. Et ça, j'en voulais aussi. Donc voilà, tout ça, c'est arrivé assez vite, en fait. Troisième intention, montrer l'envers des légendes. En fait, quand j'ai écrit ce livre, donc il y avait vraiment l'idée de vouloir faire vivre toutes ces grandes figures de la mythologie. Et aussi, des dieux, des hommes, etc. De montrer, mine de rien, l'envers de certaines figures héroïques, comme Thésée, qui est souvent présenté comme le héros qui va abattre le Minotaure. Oui, enfin, Thésée, c'est beaucoup plus problématique que ça. De présenter aussi quelques figures moins connues, comme les fils de Thésée. Parce que, par exemple, les fils de Thésée, c'est ceux qui arrivent à Troie alors que la guerre est déjà gagnée pour les Grecs, mais qui vont, mine de rien, participer à tous les massacres, la mise à sac et l'incendie de Troie. Et donc, c'est ceux qui arrivent après les guerres et qui sont, à la fin des guerres et qui vont juste en profiter pour détruire et être des gros profiteurs, quoi. Donc, de montrer aussi ce côté-là, en fait, moins glorieux des légendes épiques. Et en même temps, il y avait cette envie, de faire un grand voyage dans la Grèce des légendes, quoi. Et de descendre aux enfers, de faire des fêtes incroyables sur les sommets d'Arcadie, d'aller dans les ruines de Troie, donc de croiser Scylla et des tempêtes et tout ça, de croiser Prométhée sur les monts du Caucase et de vraiment me plonger moi et faire vivre toute cette Grèce des légendes absolument incroyable. Je veux dire, quand j'écris ces livres, je suis complètement projetée dedans. Et par exemple, oui, il y a un moment, ils vont à Rhodes et ils passent sous les jambes du colosse. Et j'avais envie de vivre ça, quoi, aussi. Et de faire vivre ça à mes lecteurs. Donc, il y a aussi cette envie de faire voyager, en fait. J'adore voyager dans les livres et j'adore écrire des livres pour faire voyager et pour partager cet émerveillement que j'ai toujours eu pour cette Grèce des mythes et des légendes, quoi. Et écrire La dernière Amazone en young adulte, donc pour le public young adulte, déjà c'est... En fait, quand j'écris du YA, à la fois, je retrouve moi l'émerveillement que j'ai eu dans mes lectures d'adolescence. En tout cas, c'est ce que j'essaye vraiment de recréer. Et comment, à cette époque, je voyageais dans les livres autant que dans la vraie vie. Et d'ailleurs, je voyage toujours autant dans les livres, mais il y a un émerveillement particulier, je trouve, dans nos lectures ados. Et ce que j'adore aussi dans le young adulte, c'est que c'est un pacte de lecture, en fait. Évidemment, c'est avant tout des romans pour les ados. Mais ce que je vois aussi depuis que j'en écris, en gros, j'écris du young adulte depuis une dizaine d'années. Et au début, on me disait, oui, tu vas voir, les lecteurs de young adulte d'il y a 10 ans, ils vont grandir et puis ils vont lire du roman adulte. Et en fait, ce que je vois, c'est le mouvement inverse. C'est-à-dire que de plus en plus de lecteurs adultes viennent lire du YA. Et mes lecteurs de young adulte il y a 10 ans, ils lisent toujours du young adulte, en fait. Parce que, mine de rien, le young adulte, c'est des romans... c'est aussi des super romans d'aventure, c'est aussi des romans avec des montagnes russes d'émotions, c'est aussi des romans avec des promesses de grands voyages et tout. C'est des promesses de magie, d'émerveillement, de monstres. Et c'est des romans où on peut faire exister des personnages super actuels avec tout ce qu'aiment les lecteurs ados d'aujourd'hui, tout ce qu'ils demandent. C'est de la diversité, c'est des grands enjeux actuels. Et ça, par exemple, quand j'écris de la fantaisie ou de l'imaginaire adulte, et que je mets vraiment de la diversité et des grands enjeux actuels dans mes castings, va y avoir des lecteurs adultes qui vont faire un peu la fine bouche en disant « Oui, enfin, quand même, est-ce qu'on a le droit de faire ça avec la dark fantasy, etc. » Après, il y a des lecteurs qui sont à fond pour aussi. Mais quand, par exemple, je fais toute une troupe de femmes autant couleur en héroïne d'un roman young adulte, il n'y a pas des lecteurs qui vont venir me dire « Ouais, mais quand même, est-ce que ça manque pas un peu de mecs, tout ça ?»
Non, au contraire, mes lecteurs, ils vont me dire, youpi, mettez-en plus et tout. Et ouais, quoi. Et c'est ça qui est super cool. Et je veux dire, aussi bien les lectrices que les lecteurs hommes et tout. Il y a une ouverture vraiment aujourd'hui dans le young adulte. Il y a une liberté dans ce genre qui est juste géniale, quoi. Et en même temps, on écrit des histoires qui sont accessibles à tout le monde. Parce que pour moi, une bonne histoire young adulte, un petit lecteur, il doit pouvoir y entrer facilement et être émerveillé par la grande aventure. Et en même temps, un lecteur qui veut trouver des sujets, mine de rien, un peu sérieux, un petit peu actuels, un peu lourds, il peut les trouver aussi, quoi. Et voilà, et une lectrice qui cherche à avoir des vraies héroïnes, pas clichés et tout, elle va les trouver dans le young adulte souvent plus facilement qu'en littérature adulte dans l'imaginaire. Donc voilà, c'est un genre que j'adore et dans lequel je me sens super bien. Et la dernière Amazon, très clairement, donc c'est du young adulte à fond. C'est aussi de l'imaginaire, c'est de la fantaisie, c'est de la mythologie. Donc c'est une réécriture de mythologie grecque. 4e intention, se reconnecter avec l'adolescente en soi. Dans cette écriture, en fait, il n'y a pas eu de grande révélation. Donc, ça m'a reconnectée avec la petite Estelle qui découvrait la Grèce avec des yeux complètement émerveillés, avec l'adolescente qui était fan de mythologie grecque, avec une capacité d'émerveillement aussi, que par moments, j'ai pas forcément dans tous mes livres. À côté, j'écris de l'horreur pour adultes et c'est bien âpre. Mais j'ai beaucoup aimé ça, en fait. Et j'ai beaucoup aimé me reconnecter avec cette part de moi, en fait. Et cette part d'adolescence. Et aussi, mine de rien, des jeux vidéo aussi sur la mythologie grecque auxquels je jouais pas mal quand j'étais ado, dont les noms ne diront rien à beaucoup de gens aujourd'hui. Mais voilà, il y avait aussi bien des voyages réels, des voyages fantasmés et tout. Et ouais, vraiment me reconnecter à tout ça, en plus dans le cadre... qui était absolument parfait pour ça. En plus, la maison de mes parents, il y a une petite bibliothèque sous les combles où maintenant je peux même pas tenir debout. Et où il y a plein de livres. Et en gros, quand j'étais môme, et puis quand j'étais ado, c'était vraiment là que j'allais pour lire, notamment quand il y avait de la tempête dehors et tout, et la pluie qui tapait sur la petite fenêtre. Et aujourd'hui, c'est surtout l'aînée de mes nièces qui adore y aller aussi. Elle adore lire. Et oui, j'étais dans cet environnement-là, dans vraiment quelque chose qui me reconnectait avec des choses super joyeuses et super lumineuses de mon enfance, de mon adolescence, de ma jeunesse. Et ça, c'était très cool. Intention fictive, faire la fête avec Dionysos. Si je pouvais aller dans l'univers de mon livre, je pense que quand même, alors même si oui, il y a quelques dangers, il y a des risques, mais quand même participer aux fêtes sur les monts d'Arcadie avec le dieu Dionysos, j'avoue, c'est tentant. Après, il y a des risques, donc je me mettrai dans la peau d'un des personnages qui paye le moins cher pour ça. Donc je pense que dans ce cadre-là, ça doit être Cassandre. Voilà, parce que je vais pas dire quand même, les autres, il y a un prix à payer par moment, mais participer aux fêtes de Dionysos sur les monts d'Arcadie, franchement, ça vaut la peine de prendre quelques risques, je pense. Psst, c'est l'heure des cadeaux. Si j'avais une phrase à offrir de ce livre, je vais partir avec un manque d'originalité absolument bluffant sur la première phrase, mais qui définit bien un peu Lysia. Je n'ai jamais voulu être une héroïne. C'était L'Intention, le podcast des éditions Hachette, où les écrivains de fiction, de non-fiction, de BD et de jeunesse révèlent l'intention cruciale au cœur de leur dernier livre. Si cet épisode vous a plu, faites-le savoir en nous envoyant des cœurs, des commentaires sympas et des étoiles. Et on vous retrouve bientôt pour un prochain épisode.